module questions et réponses qui se trouve dans votre barre d'outils Zoom dans le bas. Je vais concentrer les réponses aux questions à la fin. S'il y a des petits trucs que je peux répondre rapidement, je le ferai directement, mais sinon, étant donné qu'on veut s'assurer de rester dans les temps, on va concentrer les questions à la fin. Donc, ben voilà, alors on peut démarrer, Jacques. Bien Donc, sûr. avant tout, qui sommes-nous? Je Oui. te laisse avancer ben, directement là. Oui, donc on est atypique. Ça fait plus de 20 ans qu'on est en affaires. On est là pour répondre à tous les besoins des causes, donc des expertises de marketing relationnel, numérique, identité de marque et design, communication et contenu, événementiel, développement philanthropique, gouvernance, accompagnement, publicité, réflexion, planification stratégique et télémarketing. Et puis, rapidement, avant de commencer, moi, qui suis-je? Donc, tu peux l'avancer. Donc, je suis première vice-présidente chez Atypique. Ça fait 5 ans que je suis avec cette merveilleuse équipe. J'arrive d'un univers plus commercial. J'ai été 19 ans chez Cossette avant. J'ai travaillé dans des gros écosystèmes de communication, toujours avec une composante de marketing relationnel très fort. Et donc, chez Atypique, je travaille en développement philanthropique et en marketing relationnel et je suis particulièrement concernée par la loi 25 et ses impacts sur l'ensemble de nos communications. Donc, je serai l'animatrice du webinaire qui sera présenté par nul autre que Jacques. Alors, Jacques, Oui. à ton tour. Et je vais te déléguer aussi la gestion du temps parce que plus on va avancer, plus ça va se densifier. Alors, question tu me feras signe si jamais. Ah, désolé pour le bruit de fond, c'est le facteur qui vient de passer. Donc, 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 oui, ben, c'est bon. Ben, moi, c'est Jacques Lucier, je suis directeur conseil en données intelligentes d'affaires et CRM chez Atypique. Je suis avec Atypique depuis 12 ans. J'ai fait mes classes longtemps auprès d'ONG. J'ai une formation d'ingénieur. Je ne pratique plus comme ingénieur, mais mes nouveaux terrains de jeu, disons, c'est tout ce qui est plateforme numérique, avec une emphase particulière, notamment avec les CRM là, et tous les outils de gestion de relations clients. J'aime beaucoup, je m'intéresse beaucoup aux bonnes pratiques en matière de gestion des données. Donc, on rentre carrément avec la loi 25 dans ce créneau-là. Puis aussi, ben, c'est ça, d'autres petits terrains de jeu, c'est l'intelligence d'affaires, appelons ça l'informatique décisionnelle, et puis l'optimisation de processus. Puis par le fait même, ben, de plus en plus, la cybersécurité, quand on parle de données, ça vient de pair. Donc, tout ce qui touche le facteur humain, d'ailleurs, dans la dernière portion de la présentation, on va en parler un petit peu. Alors, ben, sans plus tarder, voilà, je vais je vais vous indiquer rapidement quels sont un peu les objectifs du webinaire d'aujourd'hui. Donc, c'est vous permettre d'avoir une meilleure appropriation des changements que la loi 25 va amener avec tout ce qui va toucher les renseignements personnels. C'est important parce que parmi notre clientèle, il y a des clients qui sont tout faits, qui ont commencé leur chantier, mais il y en a d'autres qui, jusqu'à tout récemment, ignoraient même l'arrivée de la loi 25. Donc, c'est une question une prise de conscience et une mise à niveau. Donc, on va essayer de vous orienter sur les meilleures règles de gouvernance à mettre en place là, pour vous conformer aux nouvelles exigences. Et puis, évidemment, de pair, je le disais tantôt, on va regarder un petit peu le côté cybersécurité, parce que c'est pas tout de se conformer à la loi, mais si il y avait beaucoup d'incidents, par exemple, ça a un impact aussi chez vous. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer une démarche concrète là, pour vous amener à vous conformer à court terme. Donc, le plan de match en détail, je passe rapidement là-dessus. Donc, le contexte général, pourquoi c'est devenu si important, pourquoi il y a des enjeux maintenant avec les données personnelles,
je vais vous présenter quelques informations utiles, question de se mettre à niveau. Comme la loi 25 est déjà, la première phase de la loi est déjà entrée en vigueur en septembre dernier, ben, il y a des choses que vous devriez déjà avoir faites. Donc, on va juste survoler ce détail-là. Ce que vous devez savoir aussi avec les nouvelles dispositions qui vont entrer, les actions à prendre dès maintenant. Donc, ça va être notre profil d'action, notre cheminement là, à mettre en place, et puis des bonnes pratiques en matière de cybersécurité, puis des questions. Il y a un gros point d'exclamation, c'est que, évidemment, nous, on va axer le webinaire sur des trucs pratiques. Donc, on ne donnera pas de renseignements juridiques. Et d'ailleurs, même quand on va même vous suggérer, quand on va aborder la politique de confidentialité, de la faire valider par un avocat, évidemment. Là, on peut pas se substituer, c'est pas notre créneau à nous. Donc, on va commencer tout de suite avec le contexte général. Donc, pourquoi on voit de plus en plus de lois par rapport aux données personnelles se mettre en place? Parce que de plus en plus, les citoyens, les groupes de citoyens sont préoccupés parce que qu'est-ce qu'on fait de leurs renseignements personnels? Parce qu'on en récolte un peu partout. Donc, comment les organismes publics, autant que les entreprises, les gèrent? Et puis, ben, la réponse des autorités, c'était la multiplication de règles d'encadrement. Donc, la plus récente qui nous touche au Québec, c'est vraiment la loi 25. Pour ceux qui ont peut-être déjà entendu parler, c'était aussi le projet de loi 64. Donc, comme je disais tantôt, le premier volet est entré en vigueur en septembre 2022, mais le gros des dispositions vont entrer en vigueur en septembre prochain. Donc, c'est comme demain matin. Mettons, sans dire qu'il est minuit moins 5, il est comme minuit moins 10 avant d'y arriver. Puis, l'autre chose, c'est qu'évidemment, on est tous soumis à d'autres lois. Tu sais, bon, ben, évidemment, il y a la loi canadienne antipourrielle. Il y a également un projet de loi au Canada qui était tombé, mort au feuilleton, suite, aux dernières élections, mais qui a été relancé. Donc, je pense qu'ils sont maintenant en deuxième lecture. Et cette nouvelle loi-là, qui va toucher aussi les données personnelles, ben, ça va toucher la loi de protection sur la vie privée des consommateurs, la loi du tribunal de la protection des renseignements personnels et des données, la loi sur l'intelligence artificielle aussi qui va être mise à jour et avec de nouvelles avancées. Puis ça va toucher aussi plein d'autres lois pour des questions de convergence ou de compatibilité entre les règlements. Donc, sous peu, on va avoir aussi d'autres réglementations là, auxquelles on va devoir se conformer. Puis pour les organismes ou les entreprises qui font affaire aussi avec en Europe, donc, ben, évidemment, il y a aussi le RGPD qui est un règlement auquel on peut pas se soustraire dans ce cas-là. Quelques informations utiles. Bon, ben, pourquoi la loi 25? Ben, son objectif principal, là, c'est de permettre un meilleur contrôle des citoyens sur leurs renseignements personnels. Donc, d'être capable de savoir qu'est-ce qui est récolté par qui et à quelle fin. Puis, par la bande, évidemment, c'est de responsabiliser les entreprises et les organismes, puis aussi d'instaurer les meilleures pratiques possibles en matière de gestion des données personnelles. En d'autres mots, si je le résume, vous récoltez des données, vous les entreposez, vous les manipulez, vous faites des traitements et donc ben, vous êtes imputable maintenant. Puis l'imputabilité, il y a des sanctions économiques, il peut y avoir aussi des sanctions, on va le voir un peu plus tard, qui sont liées à l'image de l'entreprise ou de l'organisme. Donc, c'est vraiment le contexte, c'est de faire en sorte que le citoyen puisse avoir un peu plus confiance à ce qu'on fait avec leurs données personnelles. Question de faire une mise à niveau également, ben, je pense que c'est intéressant, de dire qu'est-ce qu'un renseignement personnel? Donc par définition, c'est une donnée qui permet d'identifier une personne physique, donc directement ou indirectement. Je donne quelques exemples, sur la diapo. Ben, un nom. C'est sûr que si vous vous appelez Tremblay et vous demeurez au Lac-Saint-Jean, il y a de fortes chances que le nom tout seul, ça veuille rien dire. Donc on peut coupler des informations qui vont faire en sorte qu'on va vous identifier. Donc, votre nom avec une photo, votre nom, votre prénom avec une adresse courriel ou encore un numéro de téléphone, votre voix, ou même une vidéo qui vous montre en action, etc., etc. Ce sont tous des informations qu'on nomme renseignements personnels. Dans les renseignements personnels, il existe un sous-groupe qu'on appelle données sensibles. Et là, je vais vous lire la définition parce que je vais m'échapper en termes des mots. Donc, ça dit que lorsqu'une donnée, lorsque de par sa nature ou en raison du contexte de son utilisation ou de sa communication, suscite un haut degré d'atteinte raisonnable en matière de vie privée.
Donc, comme je vous disais tantôt, c'est dans les données personnelles, il y a un groupe qu'on appelle information sensible et qui sont généralement, j'en donne un exemple, des informations bancaires, que ce soit carte de crédit, compte, etc., numéro d'assurance sociale, numéro de passeport, des données médicales, des données biométriques, génétiques, des orientations, que ce soit d'ordre sexuel ou de toute autre allégeance. Euh, on arrive d'une pandémie là, où ben, tu sais, le QR code là, d'un passeport vaccinal, c'est aussi une donnée sensible. Et quand on parle de données médicales, des fois, on peut penser à ce que notre médecin ou notre clinique a sur nous, mais c'est aussi les compagnies d'assurance. Mais des fois, si vous faites affaire, mettons, avec des massothérapeutes ou pour d'autres soins de santé, ben, vous allez peut-être remplir des fois des petits questionnaires. Donc, tout ça sont considérés comme étant des données sensibles. Et ce qu'il faut savoir sur les données sensibles, puis on va le répéter plus tard, c'est que, bon, ben, pour pouvoir utiliser ou communiquer des données sensibles, ça prend toujours le consentement de la personne en question. On ne peut pas présumer de façon implicite là, qu'il y a eu un accord. Donc, il faut que la personne soit au courant que nous possédons et que nous utilisons ces données. Juste question, justement de remettre le calendrier, à l'heure ou, à jour. Donc en 2022, ouais, il y a un certain nombre de dispositions qui étaient plus la mise en place du cadre, donc on va revenir un petit peu plus loin sur ce que vous devriez déjà avoir mis en place, mais on voit qu'en 2022, la majorité des 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 articles vont entrer en vigueur. Et puis, il y a un autre article qui va être le 22 septembre 2024, où on parle de portabilité. Et celui-là, ben, c'est probablement, il est seul, mais c'est probablement celui qui va avoir la portée le plus difficile à mettre en place, tout simplement parce que ce que ça dit, c'est que grosso modo, une personne pourra recevoir dans un format facilement utilisable les données qu'on a sur elle. Et bon, ben, considérant c'est facile pour un Google qui concentre beaucoup d'informations, mais quand vous utilisez plein de plateformes, d'être capable de rendre, dans un même document et facilement lisible toute l'information qu'on a sur quelqu'un, dans certains cas, ça pourrait devenir difficile. Donc il va y avoir un enjeu là-dessus, mais on a encore un petit peu plus de temps pour fonctionner. Et je précise aussi que, on n'entrera pas dans les détails de quel article, est le détail. On a fait d'ailleurs un webinaire, puis je vous donnais la référence tantôt, avec, des amis d'Honnête et KPMG, pour justement, rentrer vraiment dans les qu'est-ce qu'on a quels étaient les changements, ça voulait dire quoi tel article, et cetera. Donc vous pourrez vous y référer, mais on va rester dans le côté pratique, pour pouvoir se conformer. Ce que vous devriez déjà avoir fait. Donc, normalement, vous devriez avoir nommé un responsable de la vie privée. Ceci dit, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave parce que la loi prévoit que le plus haut dirigeant en poste est identifié comme responsable par la loi. Par contre, c'est peut-être pas toujours la meilleure personne pour gérer ça. Donc, c'est pour ça qu'on suggère de toujours nommer d'une façon très précise une personne qui peut consacrer du temps à ça. De la même façon, vous devriez avoir mis en place un registre en cas d'incident de confidentialité. Donc, à partir de septembre 2022, si vous avez été victime d'un incident de confidentialité, déjà, vous devriez la déclarer à la commission d'accès à l'information et tenir un registre de, de ça. Donc, grosso modo, je vous énumère rapidement qu'est-ce qu'un registre devrait comporter. Donc, la description des renseignements personnels visés par l'incident, la description des circonstances, les dates à laquelle c'est arrivé, la date à laquelle vous avez pris connaissance de l'incident, le nombre de personnes concernées, la description des éléments qui amènent à conclure qu'il y a des risques et des préjudices, la date à laquelle vous avez transmis l'information à la CAI, la date de transmission ou de communication avec les personnes qui ont été concernées, les raisons puis aussi les mesures qui ont été prises pour protéger, corriger, et cetera. Donc, il y a d'autres éléments, mais grosso modo, c'est ce que ça tient un régime. Donc, l'idée, c'est de documenter pour pouvoir par la suite gérer les choses. Évidemment, depuis septembre dernier, il y a aussi le principe de responsabilité qui s'applique. Comme on le disait tantôt, vous êtes un organisme, vous êtes responsable de la protection des données personnelles.
Vous êtes tenu, comme je disais à l'instant, de signaler à la CAI tout incident de confidentialité, puis vous avez l'obligation aussi de coopérer avec elle. Et puis, ici, on parle de EFVP. Ce que c'est que l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, on va le voir un peu plus tard, c'est que si vous mettez en place ou vous modifiez des systèmes de gestion d'information qui contiennent des données personnelles, ou si vous transférez hors Québec des données personnelles, vous avez une évaluation relative aux facteurs relatifs à la vie privée à produire. Pardon. Ce que vous devez savoir, c'est que la loi 25 s'applique à toute entreprise et organisation. Ça inclut les OSBL, peu importe la taille, et ça inclut également les travailleurs autonomes qui peuvent des fois travailler en lien avec des données personnelles. La raison pour laquelle on le mentionne, c'est que souvent, surtout avec la loi anti-pourriel, la loi C-28, il y avait des exceptions qui étaient liées aux OBL pour les OBNL. Donc, mais dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Je dirais même que le législateur l'a prévu autrement, c'est-à-dire que la loi prévoit qu'un consentement est nécessaire pour utiliser des renseignements personnels à des fins de prospection commerciale ou philanthropique. Donc, on précise vraiment l'utilisation philanthropique. Donc, on va le voir, là, mais la notion de consentement, c'est valide dans plein de facettes de notre société, mais en données personnelles, ça va être également quelque chose qui va être central de ce côté-là. Ce qu'on doit aussi considérer, c'est que bon, ben, les renseignements personnels doivent être recueillis normalement auprès de la personne concernée. Donc, recueillir des informations personnelles à travers des tiers va exiger automatiquement le consentement de la personne concernée. Sinon, on ne pourra pas les utiliser. On continue. Donc, les conséquences de ça. Donc, c'est que dans le futur, là, quand vous allez obtenir vos consentements, ben, vous allez, heu, ça va être très, très clair de pourquoi on recueille cette information-là. On va devoir indiquer aux personnes qu'ils ont le droit de consulter les informations que vous avez recueillies, de retirer le droit au consentement qui a peut-être déjà été donné ou de faire corriger aussi des informations. Puis ce qui est les principes à mettre en place avec la gestion du consentement, là, puis des fois, le consentement peut être implicite. Dans certains cas, on va dire, bon, ben, ça va devoir être un consentement explicite, mais quand il n'y a pas de renseignements sensibles qui sont impliqués, ben, normalement, un consentement pourrait parfois être implicite. Et à ce moment-là, ben, mais dans tous les cas, il va falloir que ce soit quelque chose de manifeste, un consentement qui est libre, qui est éclairé, et qui est donné à des fins spécifiques. Ce que ça veut dire, c'est que c'est fini le temps où on avait une case à cocher, où on avait le droit de tout faire avec ce consentement-là. Donc, si une personne, puis je donne un exemple plus lié à une entreprise qu'à un organisme, là, mais vous vendez un produit sur une boutique, et puis là, par la suite, vous vous mettez à envoyer d'autres types de communication qui n'ont rien à voir avec les fins premiers pour lesquels les données ont été recueillies, ben, ça va devenir quelque chose d'illégal. Donc, il va falloir que la personne ait accepté de recevoir tel type de communication ou d'un tel contexte d'activité, etc., etc. Puis Jacques, je me permets de rajouter un Oui, exemple. Les laboratoires Biron, eux, étaient responsables de faire les tests COVID lorsque les gens arrivaient à l'aéroport pendant la période COVID. Puis ça fait scandale parce que par la suite, ils se sont permis de recommuniquer avec les gens pour des fins promotionnelles. Donc ça, c'est l'exemple parfait de choses à ne pas faire puis qui a été sanctionné déjà par la CAI. tout à fait. Et d'autant plus que Biron avait un monopole, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres entreprises, il n'y avait pas de choix possible. Donc, effectivement, ils se sont fait taper sur les doigts. Donc, ben, les actions à prendre dès maintenant, la première chose, c'est de vous informer. Donc, la CAI a mis en place un espace évolutif qui, en fonction des différentes dispositions de la loi, devrait pouvoir vous aider. Donc, pour l'instant, ils vont rendre disponible de l'information qui est complémentaire pour vous aider à le gérer. Euh, je dirais que c'est pas le meilleur endroit en termes de ergonomie d'utilisateur, mais vous allez trouver là l'information sur les différentes phases et les différents détails l'article de la loi. Donc, il y a aussi plusieurs webinaires. D'ailleurs, il y a aussi beaucoup de grandes firmes d'avocats qui ont fait des publications là-dessus. Mais il y a aussi quelques webinaires qui ont été donnés, notamment par la CAI. Donc, je donne les référenciers et quand vous transmettre la présentation, vous allez pouvoir y aller.
puis aussi comme au début, atypique avec Eudonet et KPMG, ben, on a fait aussi un webinaire en juin dernier, spécifiquement sur les articles de la loi et comment s'y conformer. Donc, la démarche qu'on va vous proposer, elle va consister en ça, c'est-à-dire dans un premier temps, identifier vos sources de données, d'évaluer les consentements que vous avez déjà obtenus et de voir quelle est la pertinence de ce que vous avez et est-ce que vous avez besoin aussi de réobtenir des consentements. De définir aussi des cycles de vie pour les différentes données obtenues. Parce que, dépendamment des types de données, des fois, il y a des contraintes légales, des fois, il y a des utilisateurs, parce que la loi dit, bon, ben, normalement, à la fin, lorsque se terminent les fins pour lesquelles on a recueilli une information, l'information devrait normalement être détruite ou anonymisée. Mais, donc, tout ça va présenter, va définir un cycle de vie. On en parlait tantôt, l'évaluation du facteur de risque en matière de vie privée, puis ce qui va être central aussi, c'est d'être capable de rédiger une politique de confidentialité, puis d'évaluer aussi, en fonction des nouvelles dispositions de la loi, c'est quoi les impacts, sur votre organisation en termes est-ce que ça va avoir des impacts négatifs ou au contraire, vous allez pouvoir continuer vos trucs, heu, comme vous le faites déjà. Donc là, je vous présente une diapositive qui est assez dense. On va passer un certain temps là-dessus. Essentiellement, ce qui est intéressant, c'est que quand on la regarde du début à la fin, avec les étapes que vous faites au début, vous êtes capable constamment de bonifier ce qui est nécessaire pour arriver à vos fins par la suite. Donc, ben, évidemment, identifiez vos sources de données et ça, pour certains organismes, ça va être rapide et pour d'autres, ça va être, une carte, qui va être assez complexe parce que, des fois, ben, il y a des informations qui sont recueillies sur des sites web, des fois, il y a des CRM avec des formulaires, des fois, on utilise aussi d'autres services web. Des fois, il peut y avoir également des intervenants tiers qui vont manipuler ou travailler avec ces données-là. On a de la documentation qui est numérique, on a de la documentation qui est papier. Et donc là, c'est de faire vraiment une cartographie de toutes vos sources de données. Puis ça va de l'infolettre en allant, envers le don ou de tout autre type d'information que vous allez recueillir. Et ça, il y a pas de secret, c'est d'y aller, à la limite, un outil Excel peut faire le travail, mais c'est d'y aller d'une façon très, 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 comment je pourrais dire? Appliquée pour ne rien échapper. Parce que, bon, actuellement, j'accompagne un certain nombre de clients justement dans une démarche semblable et on a tous été surpris de voir à quel point il y avait des données que les gens prenaient pour acquis et puis, finalement, oups, on a oublié tel truc. «Oh, mais c'est vrai, il y a telle solution, puis c'est en lien avec telle autre solution» et cetera. Donc on cartographie d'une façon assez complexe, finalement, des fois des écosystèmes numériques. Donc ça, c'est l'essentiel. C'est votre point de départ si vous voulez être en mesure, à la limite, de rédiger un peu plus tard la politique, là, c'est de savoir quelles sont les données que vous recueillez et également, dans quel contexte, vous notez dans quel contexte elles sont utilisées. Parce que des fois, il y a des organismes qui ont différents types, plusieurs secteurs à l'interne. Et là, c'est d'être capable de voir pour chacun de ces secteurs-là, qu'est-ce qu'ils font avec ces données-là. Et puis, c'est de regarder aussi quels sont les droits, autrement dit, qui a accès à ces données-là, normalement, est-ce qu'on puis on va le voir aussi par rapport au consentement, mais c'est de voir de retrouver la source et le contexte dans lequel les données ont été aussi, recueillies. Donc, dans un deuxième temps, mais c'est d'évaluer les consentements que vous avez obtenus et la sensibilité de vos données. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, pour les différents types de données que vous avez identifiés, vous avez obtenu des consentements? Oui ou non? Ou des fois, ça peut être de façon implicite. Quand une personne s'inscrit à une infolettre, par exemple, elle donne volontairement, son adresse, son prénom et son nom de famille pour de la personnalisation, ben, normalement, c'est un consentement implicite et là, ben, tu sais, c'est correct, sauf que là, ben, il faut voir dans quel contexte vous utiliseriez ces données-là. Donc, comme on disait tantôt, comment je pourrais dire? Chaque consentement, ben, peut avoir aussi une durée de vie. Donc c'est d'évaluer en fonction de chaque type de données, est-ce qu'on a encore le consentement pour utiliser ces données-là? Puis, si je Puis peux oui? préciser, Jean, que c'est vraiment à ce niveau-là que vous devez aller compléter, bien, entre autres, à ce niveau-là que vous devez aller compléter votre interprétation des consentements avec un avocat selon votre contexte. Il y a plusieurs cas où le consentement implicite va être
toléré, accepté. C'est sûr que le consentement explicite donne vraiment la légitimité d'utiliser pour les fins qui ont été annoncées clairement, mais c'est très important d'aller valider selon votre contexte comment vous traitez les consentements. Tout à Je fait. te laisse poursuivre. Non, non, c'est bon, puis c'est tout à fait pertinent. C'est comme ça qu'on veut l'intervention aussi du webinaire. Donc, l'idée aussi au niveau des consentements, c'est que vous devez aussi historiser cette information-là. Parce que si vous avez aucun consentement, vous êtes capable de prouver aucun consentement, c'est comme si vous n'en aviez pas. Donc, ça va être important, notamment si vous avez un CRM, c'est aussi une opportunité de faire de vous bâtir un centre de gestion des consentements. De cette façon-là, ben, peu importe la façon dont le consentement a été donné, parce qu'un consentement peut se donner je ne sais pas moi, d'une façon numérique à travers un formulaire, mais être retiré par téléphone, être redonné d'une autre façon. Donc, quand vous avez un centre de gestion des consentements, ben, vous êtes capable d'historiser euh, toute la séquence où les consentements ont été donnés, dans quel contexte, etc., etc. Avec l'évaluation des consentements, ben, il faut aussi évaluer la sensibilité des données. Évaluer la qualité de l'environnement aussi dans lequel ces données-là sont hébergées. Et pourquoi la sensibilité et le consentement? Parce que quand on a des données sensibles, ben, on sait que ça nous prend un consentement explicite. On ne peut pas se contenter d'un consentement implicite si on veut utiliser ces données-là. Donc, dans un premier temps, comme je vous le disais tantôt, on a cartographié nos sources de données. Maintenant, on vient bonifier avec, OK, pour chacune de ces sources-là, qu'est-ce qu'on a obtenu comme consentement et quel serait, par exemple, on va le voir un peu plus tard, mais quels seraient les démarches suivantes à faire si on veut revalider un consentement, par exemple. Maintenant qu'on connaît nos sources de données et nos données, ben, c'est de définir un cycle de vie en fonction des contextes d'utilisation. La loi 25 ne donne pas des règles absolues là, sur les temps de conservation, sachant fort bien que d'autres lois le font, par exemple. Si vous avez, je ne sais pas moi, des données associées à un employé, ben, on sait que le cycle de vie, vous allez devoir le garder au moins 7 ans. Là. Puis d'ailleurs, information entre parenthèses, quand un employé n'est plus à quitter votre entreprise ou votre organisme, ben, dans les 12 mois qui suivent, normalement, il faut que son numéro d'assurance sociale soit effacé de sa fiche. Vous pouvez conserver toutes les autres informations, mais normalement, vous devriez retirer le numéro d'assurance sociale, qui est une donnée sensible, ou sinon demander son consentement pour le conserver. C'était juste une petite parenthèse. Donc, l'idée, c'est de passer à travers toutes vos données et de juger et de définir le cycle de vie de ce que devrait être le temps de conservation. Donc, évidemment, je donne l'exemple, vous avez reçu des données personnelles associées à un don. Vous avez indiqué, bon, ben, on connaît très bien les fins, c'est de pouvoir évidemment administrer le don, générer un reçu pour fin d'impôt. Il y a aussi on va devoir conserver les données un certain temps pour, en cas de contrôle fiscal, ben, il va y avoir des contrôles fiscaux, mettons, à la fin d'une année, mais il peut y avoir aussi des contrôles fiscaux pendant un certain nombre d'années. Donc, l'idée, c'est que vous avez, si vos données sont en provenance d'un don, vous avez déjà défini un cycle de vie légalement minimal pour ça. Mais évidemment, si vous voulez faire de la sollicitation, vous allez à ce moment-là vous doter d'une politique pour dire, bon, ben, qu'est-ce qui est raisonnable de faire ou pendant combien de temps il est raisonnable de conserver des données. Je donne un exemple. Vous avez un donateur qui a fait un don une fois il y a 14 ans. Vous avez toutes ces données personnelles dans votre système. Est-ce que c'est encore pertinent d'avoir ces données-là? Donc, euh, probablement, votre avocat pourra vous indiquer que c'est peut-être déraisonnable de le faire, ou encore, ben, il y a peut-être des contextes où on pourrait essayer une dernière opération, mais pour 14 ans, pour moi, ça serait trop long. Mais si vous avez des données qui sont un petit peu moins longues, donc entre 5 et 10 ans, par exemple, et que vous avez du retour sur investissement lorsque vous faites de la conversion ou de la réactivation plutôt, ben, à ce moment-là, ben, puis en fonction des fins pour lesquelles c'est fait, mais peut-être que ça peut être justifié. Et c'est Évaluation important de mentionner que ça fait partie de l'ensemble des zones grises qui font partie de la loi en ce moment. Tu sais, il n'y a pas énormément de jurisprudence disponible pour nous aider à nous orienter là-dedans. C'était le même cas quand la loi C-28 est arrivée. Au départ, tout le monde était un peu mêlé sur qu'est-ce que ça voulait dire concrètement. Donc là, l'idée, c'est vraiment, il faut avoir sa politique, avoir défini
comment nous utilisons les données, le communiquer, que ce soit validé par un avocat, mais tu sais, combien de temps est raisonnable de garder des données? Personnellement, j'ai vu des campagnes de réactivation de 10 ans fonctionner très bien en télémarketing. Donc, je me dis, c'est justifié, mais un avocat pourrait dire que, ouais, 10 ans, c'est vraiment long. Donc, il n'y a pas de, tu sais, il y a pas de règle claire. Donc, c'est vraiment important de se faire une tête sur votre perception des choses, puis qu'est-ce qu'il y a du bon sens au sens de la loi, puis ensuite aller se baquer par un avocat. C'est ça. Puis la notion de consentement va faire partie de la décision de l'avocat pour savoir, bon, ben, moi, je ne toucherai pas à ça parce que, bon, ben, vous avez zéro consentement, ou encore, bon, il y a eu des consentements dans le passé, la personne a posé des gestes, et cetera. Donc, c'est ça, c'est vraiment comme Isabelle vient de dire, là, des facteurs à considérer. Donc, on passe maintenant au quatrième élément, donc l'évaluation du facteur, relatif à la vie privée. Donc, si vous faites l'acquisition d'un nouveau système, qui va gérer, c'est-à-dire des données personnelles, ou si vous t re vous faites la refonte d'un système, déjà en place, ou vous ajoutez des éléments dans votre écosystème numérique, et cetera, vous n'avez pas le choix, vous devez faire une évaluation. De la même façon, si vous devez communiquer des renseignements à l'extérieur du Québec, vous devez faire aussi cette évaluation-là, c'est inscrit dans la loi. Ben, puis cette évaluation-là, ben, ça va toucher, on va évaluer en fonction de la sensibilité des données qui sont communiquées ou utilisées, évidemment de la volumétrie, parce qu'il y a une différence entre avoir, mettons, 100 adresses puis en avoir un demi-million. Les contextes, les fins pour lesquelles sont utilisés, bon, et cetera. Est-ce que c'est raisonnable, et cetera? Donc, tout ça va être balisé aussi par la commission d'accès à l'information. Donc, vous allez avoir un barème là, pour pouvoir faire votre évaluation de facteur 2. Et j'en viens à un truc qui va être central. Parce que la politique de confidentialité, la loi nous oblige à la transparence. Et l'idée, c'est que la politique de confidentialité, ça va être au cœur de cette transparence-là. Donc, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'une politique de confidentialité, c'est pas quelque chose qu'on peut copier-coller puis utiliser pour son organisme. Parce qu'elle est vraiment, vraiment collée à la réalité de l'organisme, à son infrastructure, à son écosystème numérique, aux données qu'il récolte, et où sont stockées aussi pour chacun des types de données, ces données-là, et tout ça. Donc, oui, la politique va comprendre des grands blocs, mais ces blocs-là, vont vraiment, vraiment être teintés par la couleur des activités de chacun des organismes. Qu'est-ce que devrait comprendre une bonne politique? Donc, je vais en lire quelques éléments, là, c'est pas exhaustif, mais normalement, ben, évidemment, il devrait y avoir une section associée aux renseignements personnels et à la vie privée, donc d'où on retrouverait notamment qui est la personne responsable au sein de votre organisme. Pas besoin que son nom apparaisse tel quel, mais des coordonnées pour vous contacter pour tout ce qui touche les renseignements de la vie privée, les renseignements personnels, par exemple. Moi, je favorise toujours un éclairage en disant, bon, ben, on va définir c'est quoi un renseignement personnel, un peu comme je l'ai fait dans le webinaire au début. On va mentionner, bon, au sein de notre organisme, on collecte des renseignements personnels. Et puis là, ben, il va falloir détailler à quelle fin, en fonction, bon, exemple pour Infolette, pour des dons, si vous avez des événements bénéfices, si vous avez du bénévolat. Et puis un truc que je voulais mentionner aussi, c'est que il pourrait y avoir plusieurs politiques de confidentialité. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il peut y avoir des politiques internes associées à des employés ou à des bénévoles, ou vous pouvez décider d'en avoir une seule et qui va couvrir l'ensemble des personnes ou des entités là, qui devraient être touchées par ça. Donc, ça, c'est à votre choix, mais souvent, ce qu'on entend, en tout cas, c'est de dire que il va y avoir une politique pour l'interne qui est disponible et distribuée auprès des employés, ben, par exemple les bénévoles, et cetera. Puis il va y avoir une politique qui est plus publique pour le reste des activités. Donc, dans cette politique-là, j'étais rendu à dire, bon, ben, pourquoi on récolte des renseignements, les fins très précises pour lesquelles sont la finalité pour lesquelles ils sont récoltés, où sont hébergées ces données-là, comment elles sont protégées, ces données-là, qui a accès à ces données-là, donc est-ce qu'il y a des tiers qui ont accès? Heu, c'est toutes des informations. Donc, pour chaque source de données, vous allez devoir le définir dans la politique et comme la politique devrait être claire, ben, il va y avoir aussi un enjeu d'organisation pour que la personne qui lit l'information puisse facilement se retrouver, par rapport au type de données qui la concerne.
On va définir aussi au niveau de la politique le cycle de vie des données en question. Donc, on l'a vu tantôt, les cycles peuvent être variables. Donc, l'idée, c'est d'inclure cette notion de cycle de vie-là. On a parlé des mesures de sécurité, mais aussi, comment je pourrais dire, tu sais, vos droits par rapport aux données personnelles. Donc, vous pouvez y accéder, faire une demande d'accès, faire une demande de correction, demander à ce que de retirer un consentement, demander à ce que des données soient rectifiées ou anonymisées. Puis dans certains cas, bien évidemment, peut-être que la réponse sera non s'il y a d'autres règles légales qui font en sorte que on doit conserver l'information telle quelle pendant un certain temps, mais grosso modo, tout ça devrait se retrouver aussi dans la politique. Évidemment, la politique de confidentialité va toucher aussi l'activité. Mettons, vous avez un site web. Bon, ben, tu sais, ce que j'appellerais l'interactivité en termes des formulaires, c'est tous les fichiers témoins, euh, toutes les outils de mesure, normalement, dans les pratiques, on va le voir plus loin, mais on devrait aussi faire en sorte, ben, on devrait demander le consentement si on veut prendre des mesures. Puis si la personne accepte qu'il y a des mesures liées à la navigation, des choses comme ça, ben, il va falloir déterminer dans quel contexte ça va être utilisé, comment c'est sauvegardé, qui sont les intervenants, les intervenants où sont stockées ces données-là, bon, etc., etc. Ça touche aussi les réseaux sociaux, puis même les liens externes. Fait que des fois, ben, il peut y avoir des liens sur votre site, puis là, ça vous envoie sur un lien externe, mais vous n'êtes pas responsable à ce moment-là, aussitôt que vous êtes sur un autre site, ça ne vous concerne plus vous, mais en tout cas, de le mentionner dans une politique, c'est intéressant. Et puis, bon, ben, c'est intéressant d'inscrire aussi, bon, ben, l'engagement de l'entreprise ou de l'organisation par rapport à la gestion des droits. Donc, on pourrait le faire aussi dans le volet vie privée qu'on a peut-être mis au début, mais c'est important de le rappeler. Puis, ce qui est important, c'est qu'une politique important de dire, c'est qu'une politique de confidentialité, c'est quelque chose qui est dynamique. Ce que je veux dire par là, c'est que votre écosystème de données est modifié. Vous devez ajuster votre politique en conséquence. Vous ajoutez des éléments, ben normalement, ça va se retrouver dans cette politique-là et on ne peut pas prendre pour acquis qu'un internaute va aller sur votre site web. Ce qui fait que quand il y a des changements importants à votre politique de confidentialité, ben vous allez devoir la communiquer aux personnes pour lesquelles vous détenez des renseignements personnels. Donc, on le voit souvent, là, des Google ou les grandes entreprises de ce monde, ils nous envoient un avis de modification. Fait que l'idée, c'est de rendre ça transparent en indiquant, bon, ben, en indiquant tels éléments de notre politique ont été modifiés avec un lien pour pouvoir y accéder. Et l'idée aussi, c'est que dans toutes les communications officielles, dans les formulaires, sur votre site web, ben, généralement, on va mettre un lien vers la politique de confidentialité pour que la personne puisse y accéder rapidement. Donc, on parlait de transparence. De cette façon-là, elle va pouvoir s'y rendre sans avoir à chercher quoi que ce soit. Donc, ça, c'est le volet politique de confidentialité. Bien évidemment, tout ça peut avoir des impacts sur vos pratiques. Quand on regarde, on parlait des consentements, les cycles de vie, etc. Donc, c'est, et les obligations que la loi nous indique, ben, c'est d'essayer d'évaluer quels sont les impacts des nouvelles dispositions sur vos pratiques. Ça peut être en communication, en marketing relationnel, et puis de regarder aussi ben, vos parcours de dons. Dans la diapositive qui suit, je vais donner un mini-exemple, mais il va falloir probablement ajuster vos parcours de dons pour demander des consentements ou optimiser des consentements euh, qui sont plus conformes maintenant si vous voulez utiliser des données dans un autre contexte. Il va peut-être avoir aussi, pour certaines facettes de vos activités, des renouvellements de consentement à faire. C'est-à-dire que, ouf, peut-être que votre conseiller juridique va vous dire ah, ben moi, je suis pas trop sûr pour ce groupe-là. Peut-être qu'on devrait demander un renouvellement de consentement pour pouvoir continuer de communiquer avec eux. Puis dans certains cas, ils vont peut-être vous dire, bon, ben le consentement qu'on a, on est très à l'aise avec ça, puis vous pouvez continuer. Puis c'est de voir aussi, ben, est-ce qu'il y a des impacts en termes de revenus chez vous? Est-ce que vous allez vous couper, par exemple, d'un bassin de personnes que vous allez pouvoir solliciter? Ou il y a peut-être certains types d'activités que vous allez devoir rebâtir parce que donc, c'est vraiment essayer de cartographier les impacts que ça peut avoir chez vous parce que ça peut, budgétairement ou sur d'autres facettes de vos activités, ça peut avoir un impact. Donc, on en parlait tantôt, tu sais, des adaptations à faire pour gérer des consentements. Si je passe ici, là, j'ai pris un formulaire en ligne d'un organisme quelconque, là, puis je l'ai juste anonymisé. Mais
ce qui est intéressant, c'est ni l'ergonomie parce que le formulaire n'est pas présenté comme ça, mais il y a certains éléments à voir. Donc, je les ai encadrés en rouge. C'est je donne l'autorisation de communiquer avec moi. Oui, pour, mettons, une infolettre. Oui, avertissez-moi pour d'autres activités de financement. Puis là, ben, il pourrait y avoir plusieurs. On pourrait... L'idée, c'est qu'évidemment, on sait très bien que si on met 15 cases à cocher, c'est contre-productif. Donc, être capable peut-être de regrouper par type d'activité ou euh, les consentements que vous voulez obtenir. Puis, évidemment, si, tu sais, c'est une question de membership aussi, il y a une question, tu sais, pour tout type d'activité, d'être capable de demander. Puis de la même façon, on le voit aussi dans le bas du formulaire, d'avoir un lien vers la fameuse politique de confidentialité. Bon, ben là, je vois que le temps file un peu, fait que je vais essayer de faire ça rapidement. Fait que, comme je disais tantôt, tu sais, c'est pas tout d'être conforme à la loi, mais si vous avez des incidents de cybersécurité à répétition, vous êtes soumis évidemment à des sanctions, mais vous êtes aussi, d'un point de vue d'image, bon, ben, ça peut avoir aussi un impact important sur l'image de votre organisme ou de votre entreprise. Je vous donne juste quelques statistiques. On estime qu'à peu près 50-85 c'est-à-dire des incidents, sont liés au facteur humain. Donc, on ne parle pas de failles de sécurité qui n'ont pas été corrigées nécessairement. Donc, même si vous n'avez pas les moyens de contribuer avec des agences en cybersécurité, ben 85 c'est quand même un bon terrain de jeu pour essayer de mettre en place de bonnes pratiques en cybersécurité à l'égard au comportement des équipes ou du personnel, entre autres. Euh, donc, pourquoi l'humain a un impact en cybersécurité? C'est qu'il y a, pardon, il y a, il y a un sondage récent, on parle du mois de novembre, si je me souviens bien, là, ça disait que le tiers des employés québécois se disent peu ou pas préoccupés par le vol des données d'une entreprise. Donc, moi, ça me donne froid dans le dos parce que c'est plus que le tiers des membres d'une équipe. Puis, il y a plus que le 3 quarts des employés qui pensent que la responsabilité de la protection des données s'incombe aux services informatiques. Alors que ce qu'on sait, c'est que chaque personne, que ce soit employé et bénévole, est un point d'entrée potentiel pour des cyberattaques ou des incidents. Ce qui est important de mentionner, c'est que 25 des organisations ne se relèvent pas d'une cyberattaque importante. Il y a 50 à chaque semaine, il y a 50 de plus d'attaques aussi, de cyberattaques qui visent les entreprises et les organismes. Et c'est en croissance, tout simplement parce que, évidemment, il y a des attaques ciblées, euh, souvent où on fait appel à de l'ingénierie sociale, mais il y a aussi beaucoup de robots ou d'attaques qui sont non discriminées. Et puis là, ben, à ce moment-là, il suffit que quelqu'un clique sur un mauvais lien ou un truc comme ça, puis tout dégringole. Puis il y avait 44 de violations de données concernent des informations personnelles identifiables. Bon, ben, on est en plein cœur de la loi 25. Là, on est coupable, autrement pas coupable, mais on est coupable de pouvoir déclarer à ce moment-là un incident de cybersécurité probablement. Donc, en quoi concerne une bonne pratique en matière de cybersécurité? Ben, gestion rigoureuse des accès, de mettre en place, d'avoir une personne qui est en charge de gérer de façon rigoureuse, c'est-à-dire j'ai déjà vu dans des organismes, des gens avaient quitté l'organisme depuis 2 ans, puis il y avait encore des accès en super utilisateur. Donc, ça n'a juste pas de sens. Donc, l'idée, c'est de se dire, on donne des accès rigoureux, mais en même temps, on va donner des accès minimaux. Ce que je veux dire par là, c'est que, bon, ben, uniquement les personnes qui ont besoin d'accès à certaines informations ou à certaines plateformes vont avoir accès, pas tout le monde. S'assurer aussi qu'on a des processus de sauvegarde qui sont fiables, qui sont vérifiés, parce que c'est beau de mettre en place une sauvegarde, mais si on ne s'assure pas qu'elle fonctionne, s'il arrive un incident, notamment en termes de ransomware, par exemple, ben, on a un enjeu. Donc, puis c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Hem, un élément, c'est aussi la bonne gestion des mots de passe parce que, bon, avant, on était dans un environnement qui était fermé, qui était facile à contrôler. Maintenant, ben, la réalité des entreprises, c'est que c'est un peu une forme d'étoile. C'est-à-dire qu'on a mis l'entreprise à travers diverses plateformes, à travers l'extension des réseaux chez les gens avec le télétravail, mais aussi dans les faux numériques, etc. Et là, ben, à travers Internet, ça ouvre des portes à des tentatives de se connecter. Et là, il y a un petit tableau, je pense que vous le voyez bien, mais
Je pense que maintenant, il faut minimalement considérer des mots de passe qui vont avoir entre 12, 15 caractères minimalement. Moi, je suggère toujours d'utiliser des phrases et avec des composantes complexes, c'est-à-dire pas juste des numéros, parce que c'est d'y aller avec des majuscules, minuscules, des nombres, d'y aller avec des lettres, des symboles, parce que c'est encore la meilleure façon là, de se protéger, parce que sinon, on se met à risque aussi inutilement. Là, et j'insiste là-dessus, il y a aussi des bonnes pratiques en matière d'échange de données. Tu sais, moi, envoyer un fichier Excel avec des données personnelles dans un courriel, les gens s'imaginent que c'est peut-être sécuritaire, mais la réalité que même si le Excel est sécurisé, il y a beaucoup de façons de pouvoir accéder à ces données-là parce que dans un courriel, l'information sur Internet n'est pas cryptée, là, elle est ouverte. Les gens peuvent voir qu'on écrit à travers un courriel normalement. Donc, c'est de mettre des pratiques en échange en utilisant des VPN, c'est-à-dire pas des VPN, c'est-à-dire des FTP sécurisés, en ayant des endroits ou des plateformes dédiées pour l'échange de données sensibles, en utilisant des fois des intranets ou même des fois des CRM offrent des espaces où on peut déposer des choses. Mais l'idée derrière ça, c'est de terminer, d'envoyer des mots de passe par courriel ou terminer le fait d'être un peu plus cavalier là, lorsqu'on échange des données personnelles. Autre aspect important, c'est une mise en place d'un plan de contingence en cas d'incident. Puis là, on va le voir sur ces dispositifs-là, c'est que quand arrive un incident de cybersécurité, c'est pas le temps de se dire qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut déjà avoir eu un plan, bien qu'imparfait, peut-être à la première mouture, il faut avoir un plan. Qui on doit contacter? Euh, Quelle est la hiérarchie des contacts aussi en cas de besoin? Souvent, en passant, les compagnies d'assurance peuvent mettre à votre disposition des équipes en cybersécurité en cas de. Donc, si vous contactez votre compagnie d'assurance, puis ils vous donnent peut-être déjà des liens, ou peut-être que votre police vous donne déjà accès à des services comme ceux-là. Donc, déjà renseigner cette information-là, parce que le temps, quand arrive un incident de sécurité, c'est super important, le temps de réaction. Donc, ça, c'est des choses qui sont super, super importantes à préparer à l'avance. Puis là, bien évidemment, faire des détections, c'est-à-dire de la surveillance de vos systèmes. Puis là, bien, quand on s'aperçoit que, oups, est-ce que quelque chose de louche, de tout de suite être en mesure d'avoir un éveil sur est-ce que bon ben est-ce que c'est un vrai incident? Est-ce que puis là, établir les priorités d'intervention, etc. Puis par la suite, bon ben on va intervenir, puis on va regarder, on va faire le post-mortem. Bon ben comment notre plan a fonctionné, on va tirer les leçons de ça, puis on va ajuster notre plan en espérant qu'il n'y ait jamais un autre cyberincident. Mais moi, je vous dirais qu'avec l'information qu'on a actuellement en cybersécurité, la question, c'est pas si ça va arriver, c'est plus quand ça va arriver ou dans quel contexte. Donc, le fait aussi d'avoir une bonne gestion et de limiter l'accès aux données personnelles le plus possible, ben, on limite aussi l'incidence quand il y a un cyberincident. Et j'aimerais, Jacques, Hum, on va oui, finir en 2 minutes, mais je veux oui, juste appuyer du poids sur ta phrase qui est, c'est pas si ça va arriver, c'est quand ça va arriver. Donc, c'est vraiment, il faut s'y mettre. Non seulement c'est la loi, mais au-delà de la loi, il va se passer des choses, puis il faut que vous ayez pris en charge votre cybersécurité avant. Donc, moi, je trouve que c'est une phrase très porteuse et importante. Je voulais qu'on prenne le temps de l'appuyer. c'est bon. Puis, ben, à mon avis, la meilleure pratique à adopter, c'est la prévention, c'est-à-dire de sensibiliser les équipes, faire des formations. Lorsque de nouveaux employés arrivent, on le sait, il y a beaucoup de roulements maintenant avec le marché du travail qui est effervescent et le manque de personnel. Donc, de constamment, une personne arrive, on va la former sur c'est quoi notre politique en termes de cybersécurité. Voilà nos attentes. Et puis, rappeler périodiquement à l'ensemble de l'équipe quelles sont les bonnes pratiques, puis de revenir. L'idée, c'est pas de chicaner les gens et leur taper sur les doigts parce que ça va avoir l'effet inverse. Ils ne voudront pas déclarer s'ils pensent être coupables de quelque chose. L'idée, c'est d'avoir un dialogue transparent pour justement améliorer les pratiques à l'interne. Donc, en résumé, du webinaire,
transparence. La loi maintenant oblige une transparence en matière de données personnelles. On est responsable de ce qu'on fait avec les données personnelles. Le consentement, j'aurais dû le mettre en rouge, ça va être au cœur de toutes les prochaines activités. Donc, évaluer ce qu'on a déjà comme consentement, mais à partir de septembre prochain, de demander tous les consentements et de les historiser de façon à pouvoir très, très bien les gérer. Faites valider votre politique de confidentialité par un avocat, parce que un avocat qui connaît bien votre contexte et le monde dans lequel vous évoluez. On en parlait tantôt, sensibilisation, information, autant au niveau des pratiques en termes en matière de données personnelles qu'en matière de cybersécurité. Puis évidemment, s'assurer que les données que vous avez sont bien protégées. Donc, il existe plein d'outils pour le faire ou pour mieux le faire, mais c'est des règles de base là, qui sont à mettre en place. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui sont apparues dans les conversations parce que je suis en partage d'écran et je Les vois pas. questions ont été répondues au fur et à mesure, Jacques. Est-ce qu'il y a des nouvelles questions que vous aimeriez poser? Moi, je suis consciente que c'est un grand univers qui est rempli de plusieurs questions. L'idée, je pense, c'est vraiment de plonger puis prendre en charge ces données personnelles, puis c'est vraiment là, se lancer dans la politique de confidentialité, puis ensuite l'appliquer, hein. C'est vraiment ça, puis aussi l'ensemble de sécurité pour l'ensemble de vos systèmes. C'est ça. Et puis, compte tenu du temps, parce que, tu sais, bon, on arrive bientôt au mois de mars, l'entrée en vigueur est en septembre prochain, le 22 septembre pour être précis. Tu sais, Ah, Jacques, j'ai une oui, bonne question. Pour un organisme pan-canadien, ça fonctionne comment? Alors, présentement, cette loi-là, c'est une loi qui est provinciale, mais oui, il y a un projet de loi fédéral. Donc, tu sais, il faut plonger, il faut le faire pour le Québec, mais, tu sais, bon, en théorie, ça ne touche pas le reste, mais ça va toucher le reste dans 2 secondes. Donc, vas-y avec la loi la plus restrictive, puis tu avances avec ça, là. c'est ça. Parce que la loi 25 va toucher évidemment les données qui touchent les Québécois, qui sont au Québec, mais quand, tu sais, la loi canadienne va prendre en charge peut-être des dispositions qui ne sont pas prises en compte par la loi 25, par exemple. Puis effectivement, le Canada est soumis à d'autres lois, donc c'est de se coller à ces réalités-là, comme Isabelle vient de le dire. Une autre question ici, est-ce que tout ceci s'applique seulement à toutes les entités ou seulement aux individus? Donc là, si je comprends bien la question, deux façons de la comprendre. La loi s'applique à tous les types d'organisations, donc autant les entreprises que les OBNL. Oui, Et au niveau des renseignements personnels, il y a certaines nuances au niveau des données sur les employés. oui. Mais globalement, oui, ça s'applique à tout. C'est ça. Autrement dit, au sein d'une entreprise, quand des coordonnées sont publiques, c'est-à-dire que moi, sur le site d'Atypique, si j'ai mes coordonnées, donc mon adresse courriel est là, si j'avais un numéro de téléphone, un truc comme ça normalement, on est exempté parce que c'est un contexte public. Mais évidemment, aussitôt que ça touche mes données personnelles en tant qu'individu, là, à ce moment-là, bien évidemment, il faut les respecter. Là, il y a Ginette qui demande qui peut nous accompagner pour faire cette démarche pour un petit organisme à petit budget. Il y a plusieurs possibilités. Le moins cher, honnêtement, c'est que ce soit pris en charge de votre côté à l'interne. Et puis, nous, on peut travailler en banque d'heures, accompagner un organisme à travers ça, mais il y aura nécessairement une validation légale qui doit venir quelque part. Si vous avez un avocat qui est sur votre CA ou autre, peut-être que lui peut vous aider. Puis nous, c'est certain que chez Atypique, on peut accompagner un organisme pour regarder le niveau de risque et de sensibilité des données, rédiger un premier jet de politique de confidentialité. Puis par la suite, c'est de le faire valider par un avocat. Mais faut vraiment y aller. Le moins cher, c'est de commencer de son bord, mais faut s'y atteler puis avoir le temps de le faire, ce qui est quand même un défi.
puis les réalités de chacun des organismes fait en sorte qu'on peut même pas donner de barème parce que tu as des tout petits organismes où ça peut se faire assez rapidement, mais il y en a d'autres avec des Mm. écosystèmes complexes où ça demande énormément d'heures. Donc, Honnêtement, si on pouvait vous envoyer une politique puis que vous fassiez toutes des copier-coller, on le ferait, mais ça serait dangereux parce qu'il y a tout le temps des nuances. Donc, il faut vraiment prendre le temps de faire le travail de bien comprendre les données. mhm. Là, j'ai. Bonjour, Eric. Vous aviez mentionné plusieurs cadres réglementaires au début. Est-ce qu'il y a un standard cible unique qui serait le dénominateur commun le plus sévère auquel se conformer? Peut-être être conforme à la loi 25 pourrait s'assurer d'être conforme avec les demandes RGPD ou autres demandes internationales, genre Californie aussi. C'est sûr que dépendamment des lois, ça couvre certains cadres et elles ne sont pas nécessairement, elles ne couvrent pas nécessairement l'ensemble des points qui sont abordés, mais Jacques, je vais te laisser compléter ma réponse. Oui, c'est ça. Donc, exemple, on pourrait dire, bon, ben, si je conforme au RGPD, mais il y a des différences entre la loi 25 et le RGPD. Donc, puis des fois, même au niveau de la terminologie, d'un point de vue légal, des avocats pourraient vous dire, bon, c'est pas tout à fait la même chose, etc. Donc, l'idée, c'est quand les données touchent des individus au Québec, ça va être, on se conforme à la loi 25. Souvent, si vous avez, par exemple, vous faites affaire en Europe, ben là, euh, il faudra vous conformer, pas si quelqu'un, pas si un client unique fait affaire avec vous qui est au Québec, mais si vous avez, en guillemets, le pignon sur rue en Europe, mais ça vous prend un représentant par rapport aux données personnelles là-bas. Là, je ne me souviens plus comment ils appellent ça dans le RGPD. Là. Et puis, effectivement, les règles de RGPD sont souvent beaucoup plus contraignantes que certaines règles du Québec, mais certains trucs sont différents. Ce qui fait qu'il y a pas de réglementation unique. C'est de voir comment on fait où on fait les activités, comment, parce que même, on le mentionnait tantôt, même on est au Québec, on transfère des données hors Québec. Ben, il faut évaluer les risques associés quand on transfère des données ou on communique des données hors Québec. Donc, c'est pas, malheureusement, on doit travailler avec. C'est pour ça que j'ai expliqué un petit peu l'ensemble des contextes ou des réglementations auxquelles on est soumis, parce que souvent, la loi québécoise va couvrir tous les trucs, mais si jamais il y a un truc qui n'était pas couvert par la loi québécoise, mais que le projet C27 là, couvrait une facette, mais on serait soumis à cette facette-là par la loi fédérale. Donc, il n'y a malheureusement pas de dénominateur commun, à mon avis. Il n'y en a pas de facile. Non, Le mot que tu cherchais est délégué à la protection des données, je crois, pour oui, tout RGPD. à fait, tout à fait. Merci, Eric. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Élodie. Donc, ben merci à tous d'être revenus, surtout sachant que ce fut un, un coït interrompu la semaine dernière, il y a 2 semaines. Et Donc, une grande déception d'ailleurs. oui, oui, de notre côté aussi. Donc, ben merci beaucoup d'avoir été là. Donc, ben, je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis une petite journée humide dehors. Donc, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vais arrêter l'enregistrement, par exemple.